14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Et si l'écologie devait être entendue comme un retour à notre nature, je dis bien notre nature. Je suis parfois surprise d'entendre certains propos qui viennent de militants écologistes et ça ressemble fort à un nouveau dogme politique. Il me semble que nous avons tous une âme écologique, sauf que bien souvent nous ne l'avons pas encore découverte. Je suis en compagnie aujourd'hui de Patrick Daquet, qui est un vrai chaman. Alors, pourquoi je l'ai invité, justement ? D'abord parce que j'ai découvert il y a plus de 40 ans le chamanisme et qu'il m'a aidé à me rapprocher de ma nature, mais aussi parce que je crois que plus que jamais, nous avons besoin de nous relier à ces valeurs ancestrales, à la nature, aux animaux, qui nous permettent de mieux comprendre qui nous sommes. Et oui, il est plus que temps de s'éloigner de cette pensée qui fait croire que nous serions tout-puissants. Alors, durant ces 2 heures, on va se relier tous ensemble avec amour, bienveillance pour un monde futur meilleur. Et peut-être faut-il d'abord provoquer en soi le changement qu'on aimerait voir dans le monde. Je vous invite à nous rejoindre si le sujet vous passionne. Et pour ça, vous nous appelez au 0826 300 300. Bonjour Patrick Daquet. Oui, bonjour. Alors, un chaman, ça interpelle toujours beaucoup de gens. Le chamanisme, c'est un peu devenu à la mode. Je sais que ça vous agace d'ailleurs que ça devienne un peu à la mode. Ouais, un petit peu, oui. Oui, mais en même temps, vous êtes l'organisateur de ce festival de chamanisme qui va avoir lieu du 27 au 30 avril de cette année dans l'Est de la France. Mais enfin, c'est déjà complet. Donc, oui, malheureusement. Malheureusement, non. Ça prouve que beaucoup de gens s'intéressent. Mais pour justement. les auditeurs, c'est quand même dommage. C'est un peu dommage, non, parce qu'ils vont passer 2 heures avec vous et ils vont enfin comprendre avec quelqu'un de vrai, parce que il y a comme dans beaucoup de ces choses un peu comme ça difficiles à définir, il y a aussi des gourous, malheureusement. Tandis que vous êtes un vrai chaman. Alors, qu'est-ce que c'est le chaman ? J'ai parlé de la nature, de notre nature, des animaux. Comment vous pourriez expliquer ce que... Alors, je vais vous dire, Brigitte, je vais répondre à votre question, mais au préalable, je voulais dire que j'ai beaucoup apprécié votre présentation. Merci. Parce qu'en fait, ça rejoint une sagesse traditionnelle, universelle, qui affirme qu'on peut retrouver sa nature, c'est toujours par la nature. C'est retrouver sa nature par la nature. Et c'est un peu différemment ce que vous avez dit. C'est qu'on ne peut pas retrouver sa nature profonde en dehors de la nature. Alors, on a eu quelques siècles, là, c'est quelques dizaines d'années, quelques siècles, on a cru qu'on pouvait échapper à la nature, on l'a occulté, on l'a rejeté, on l'a méprisé, on l'a exploité. On voit le résultat. On a oublié ce fondement traditionnel qu'on ne peut retrouver sa nature que par la nature. Et pour retrouver sa nature, il faut une nature qui doit être préservée. Parce qu'autrement, on ne peut pas retrouver sa propre nature qui est exploitée et préservée comme on fait à la nature ce que sont fait à soi-même. Alors, c'est intéressant parce que, évidemment, je vous crois et je suis 100% d'accord avec vous, Patrick Daquet, mais comment on fait quand on vit en ville ? Eh bien, quand on vit en ville, la nature n'est pas loin. Il y a toujours à quelques kilomètres, il y a un parc, il y a un square à Paris, par exemple, il y a des parcs magnifiques. Les arbres sont là pour vous parler, ils sont là pour vous enseigner, ils sont là pour vous guérir aussi. Et il suffit d'aller s'adosser à un arbre, il suffit en toute discrétion de s'asseoir par terre et de s'adosser à un arbre. C'est pas grand-chose. On peut s'asseoir sur un banc près d'un arbre. Oui. On n'est pas obligé de s'asseoir par terre. L'idéal, c'était... Oui, le banc, c'est déjà bien, mais si on peut s'asseoir par terre, c'est encore mieux. Oui, c'est encore mieux, évidemment. Non, mais je crois que excusez-moi, c'était une question que je posais pour tous ceux qui nous écoutent et qui pourraient justement croire que parce qu'ils vivent en ville, déjà, ils n'ont pas cette chance d'être dans la nature. On n'est pas obligé de vivre dans la nature, mais il faut se relier à la nature. Je suis allé dernièrement, il y a un mois, j'étais invité chez un camarade qui vit dans un studio à Nanterre, dans une tour. Croyez-moi que c'était étonnant, un choc quand je suis arrivé. Et quand je suis arrivé dans son studio, et je me suis retrouvé en pleine forêt amazonienne. Il y avait des plantes grasses partout. Son studio, c'était 30 mètres carrés. C'était débordant de végétaux. Et il y avait une énergie magnifique. Et les plantes se sentaient certainement dans un lieu privilégié parce qu'elles s'épanouissaient de toutes parts. Ce qui veut dire que même dans ce contexte-là, on peut arriver à ne pas perdre son contact avec la nature. Tout est possible.
Alors, des chamans, il y en a dans sur les 5 continents. Est-ce qu'il y a des différences, justement, entre un chaman qui serait européen, un chaman euh, africain, enfin, Oui, il y a des différences. Et je vais justement pouvoir répondre à votre question, qu'est-ce qu'un chaman? La difficulté, bon, le mot chaman, déjà, il vient de la République de Touva, en Sibérie, qui fait partie de la République soviétique, mais ça vient de Sibérie. Et ce mot chaman est devenu très, très vulgarisé. ça remonte à il y a des siècles, hein. Ah oui, bien sûr. Ça veut dire le connaissant, quelque part. Mhm. On dit même, des chercheurs ont trouvé que la racine de chaman était même védique, venait d'Inde. Mais si on revient au mot chaman utilisé en Sibérie, eh bien, il faut savoir que ça a été vulgarisé par les scientifiques qui ont début 20e et fin 19e, se sont intéressés aux pratiques traditionnelles dites chamaniques. Avant, on considérait que c'était des malades psychiques qui étaient des schizophrènes. Et grâce aux anthropologues, aux archéologues, Jung aussi à l'époque, Mircea Eliade, enfin, des êtres éclairés, ils ont vulgarisé et popularisé ce mot. Et d'un seul coup, on a attribué ce mot chaman à toutes les personnes sur cette planète qui sont en reliance avec la nature, quelque part. Mais c'est assez impropre parce que justement, il y a des différences. Et le mot chaman devrait être réservé qu'en Sibérie. Chez nous, on va dire déo, ça veut dire druide. En Corée, on va dire les Mundang. Enfin, je vais vous épargner. Chaque communauté a son nom. Mais nous avons tous accepté ce mot chaman, un peu contraint et forcé, parce que les gens déjà ne savent pas ce que c'est. Alors, si on leur dit, un Coréen dit qu'il est Mundang, ça ne veut rien dire. Donc, on a accepté. Alors oui, il y a des choses communes. Je vais vous parler de ce qui est commun. Alors, les valeurs communes, c'est la reliance à la nature. C'est que la différence avec les religions, c'est que tout est l'expression d'une force divine et commune, et qu'il n'y a pas de hiérarchie dans la nature. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de hiérarchie entre un arbre, la rivière, le soleil, l'homme, les animaux, les végétaux. Il n'y a pas de hiérarchie. Il y a des différences, il y a des fréquences différentes, mais il n'y a pas de hiérarchie. Tout est sacré. Ce qui fait que ce qui est commun aux pratiques traditionnelles dans le monde entier, c'est qu'on honore le peuple des arbres, le peuple des nuages, le peuple des pierres. Voilà, tout est peuple. Et on les honore comme un peuple différent, mais complémentaire. Et ça a été d'ailleurs perçu volontairement, pour dénigrer, comme une sorte d'adoration primaire, sauvage. En réalité, c'est un grand humaniste. Aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est un humanisme dont on a besoin. On a besoin de se reconnecter à ces valeurs essentielles où on ne considère plus la nature comme un bien de consommation. Et justement, c'est pour ça que je commençais mon introduction en parlant d'écologie. Est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y aurait un point commun justement entre le chamanisme et l'écologie Oui, c'est l'écologie avant qu'on appelle ça écologie. C'est une reliance naturelle avec la nature où il n'y a pas de hiérarchie, on la respecte en tant que telle. Et chaque partie de cette nature est l'expression d'un même tout, d'un grand mystère. Mais ceux qui sont politiquement écologistes ne sont pas très chamans. Non, oui, mais c'était les mêmes qui étaient maoïstes sous 68, enfin, qui étaient au PSU, je les ai connus. Et aujourd'hui, il y en a certains. Il y a certains écologistes admirables, mais il y en a certains, c'est des militants extrémistes qui... aujourd'hui, on pris cette bannière. Qui, au nom de l'écologie, essayent de... Mais oui, comme au nom de Marx, au nom de Staline, au nom de Mao, ils sont toujours prêts à prendre un drapeau, malheureusement, pour cacher et enrober et habiller leur extrémisme et leur manque d'humanité, quoi. Voilà, c'est ça. Non, ça n'a rien à voir. Moi, je vous parle de l'écologie noble, et heureusement, la majorité des écologistes sont quand même des êtres sincères, mais... évidemment, on ne peut pas couper d'abord l'écologie de la spiritualité, puisque tout est vibration et ondulation. Le mot spirituel fait peur. Alors, on ne va pas l'utiliser. Une fois pour toutes, j'en parle, mais j'en parlerai plus. Mais moi, je peux en parler. Moi, il ne me fait pas peur, et je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui m'écoutent et qui n'ont pas peur de ce mot-là, parce que ça ne veut pas du tout dire religion.
ça n'a rien à voir, encore une fois. Alors, il y a une autre question que je vous pose, Patrick Daquet. C'est pas une question piège, hein. C'est un peu à l'époque où Carlos Castaneda est devenu un peu célèbre, qu'on a commencé à entendre parler des chamans, et ça remonte donc aux années 70-75. Hein, et c'était, il faut un peu prendre des drogues pour pouvoir aller dans une sphère chamanique, etc. Qu'est-ce que vous avez à en dire? Parce que ça a beaucoup fait bouger, justement. Je suis très triste de cela, parce que justement, on ne peut pas assimiler à ce que vous appelez les drogues. Il y a les plantes maîtresses, les plantes hallucinogènes, les plantes médecines, et dans les plantes médecines, il y a quelques plantes qui sont hallucinogènes et qui ont leurs vertus aussi. Mais elles ont leurs vertus quand elles sont travaillées en conscience. En Amazonie, par exemple, si on parle de l'ayahuasca, si on parle de l'iboga au Gabon, là, ça a un sens quand c'est porté par des hommes médecine dans une communauté qui est comment dire, ça fait partie de sa culture, et ce n'est pas pour atteindre des paradis artificiels, croyez-le bien. J'ai eu l'occasion évidemment d'aller en Amazonie et d'expérimenter la madré en plein cœur de l'Amazonie. On est mis face à ces monstres intérieurs. On n'a pas envie de recommencer. Croyez-moi que ce n'est pas addictif. Les drogues sont addictives. Et puis, pour être précis, dans les pratiques traditionnelles celtes, on n'utilise pas de plantes hallucinogènes. Il y a 90% des pratiques traditionnelles qui n'utilisent pas de plantes hallucinogènes. Par contre, toutes les traditions sont en lien avec les plantes, parce que ce sont des médecines naturelles qui ont toujours été connues. Et nous-mêmes, en France, les herboristes, les guérisseuses, les guérisseurs, c'était quelque chose jusqu'à la dernière guerre qui faisait partie de nos campagnes. Et il aura fallu Pétain qui a interdit cela pour donner l'exclusivité aux pharmaciens, avec l'ordre des pharmaciens, pour qu'il n'y ait plus d'herboristerie en France. Mais avant, ça faisait partie intégrante de la vie. D'ailleurs, en Suisse, où je vais aller prochainement, il y a encore les herboristeries partout. Mmh. Donc, nous aussi, on a gardé la mémoire de ces plantes médicinales. Eh bien, on va donner la parole à ceux qui nous écoutent. On va essayer de mieux comprendre les bienfaits de la nature, peut-être pour justement être plus en lien avec notre nature. Et Patrick Daquet, qui est avec nous jusqu'à 16h, pourra répondre à toutes les questions qui vous intéressent. Et puis, je rappelle aussi que vous êtes auteur de nombreux livres, où vous expliquez formidablement bien tout ce qu'est le chamanisme. On fait une petite pause et puis on se retrouve dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Patrick Daquet est avec nous, chaman, auteur de nombreux ouvrages. Et il est là pour répondre à vos questions. Je suis sûre que vous avez envie de mieux comprendre tout ça. Bonjour Anna. Bonjour Brigitte, bonjour Patrick, et bonjour à tous vos collaborateurs. Bonjour Anna. Bonjour Anna. Donc vous avez une enfance assez difficile et vous avez vécu dans la nature et vous pensez que c'est ça qui vous a aidé à... Je dirais même qu'elle m'a sauvée. Parce que c'était depuis ma naissance jusqu'à 9 ans où malheureusement j'ai quitté ce paradis, je vais dire, de nature, entre des grands arbres, entre des grands espaces, entre une rivière, l'Hérault, voilà, où j'ai grandi, où je me suis ressourcée dans les moments qui étaient des moments vraiment difficiles, où je vivais de la violence de la part de vos parents, de mon père, de mon père, et où en fait, en essayant souvent de fuir, je m'éloignais et je me retrouvais sous des arbres, sous des lierres, sous un environnement qui était vraiment une bulle protectrice comme jamais j'ai retrouvé, sauf mis à part sans doute auprès de ma mère. Gaïa, je crois que c'est la terre-mère. Et c'est vrai que moi, aujourd'hui, je trouve toute cette énergie par ce mauvais côté, ce côté douloureux de l'enfance que j'ai eu. Et grâce à la nature, j'ai pu me construire. Et aujourd'hui, je me ressource toujours auprès d'elle. Dans les mauvais moments, mais dans les bons aussi. Je vous remercie de votre témoignage, Anna. J'ai déjà eu des témoignages en ce genre, même des témoignages d'enfants qui étaient violentés, abusés. Et très souvent, quand j'essayais de comprendre qu'est-ce qui les avait sauvés, j'ai entendu ça.
l'arbre ou même un animal, comme s'il y avait cette énergie qu'on puise dans la nature en tant qu'enfant et qui, quelque part, donne un pilier solide au plus profond de soi. Patrick Daquet, comment vous interprétez ça? Ce que nous dit Anna, c'est magnifique. Hein. Oui, ce qui est magnifique, c'est cette aide qu'elle a reçue. Parce que le reste, évidemment, c'est très, très pénible à entendre, de voir toute cette souffrance. Mais vous dire, Anna, que dans la nature, tout dégage des vibrations, des ondulations. Ça, c'est pas mystique. C'est maintenant, aujourd'hui, avéré par la physique quantique, et que tout est vibration, ondulation. Donc, quand vous allez, vos énergies sont faibles, sont atteintes, sont blessées, le fait d'aller s'adosser, par exemple, à un chêne, va faire que vous allez vous mettre dans les bras de cet arbre qui dégage une vibration, et cette vibration va vous syntoniser, vos énergies abîmées vont se syntoniser avec les énergies de l'arbre. Alors, il y a des arbres qui sont il y a des chênes qui sont plus puissants que d'autres en termes d'énergie, un peu comme les humains. Et si vous avez la chance d'avoir votre arbre, comme Brassens l'a chanté au pied de mon arbre, si vous avez votre arbre, ça peut être un formidable consolateur, guérisseur, protecteur. Alors, il ne va pas tout résoudre, parce qu'on est sur Terre pour avancer nous-mêmes, nous les humains. Mais il va pouvoir vous aider à vous pacifier et à être un peu moins en souffrance. Alors, ce qui est vrai pour le chêne est vrai pour toutes les catégories d'arbres, puisque ce sont des énergies différentes. Et il est prouvé aujourd'hui, maintenant, je suis content d'avoir connu ça dans ma vie, c'est que le fait de marcher dans la forêt, il y a eu des recherches qui ont été faites, peuvent apporter des guérisons. Alors, ça ne veut pas dire que ça doit empêcher, qu'on ne doit pas aller voir le médecin, ni les médecins. Hein. Ça veut dire que c'est complémentaire. C'est tout. Mais ça ressource notre énergie. Alors, ce qu'on appelait ressources, les gens ne savaient pas trop pourquoi ils étaient bien. Mais aujourd'hui, il y a des recherches qui sont faites qui prouvent que ça peut avoir un aspect guérisseur. Pour des raisons multiples, mais bon, bref. Oui, Anna, allez-y, vous êtes à l'antenne. Vous savez, quand je crois que quelque part, moi je dis la chance que j'ai eue, c'est justement d'avoir ce contact très jeune, très très jeune avec la nature. Et j'ai eu ça en moi, je le ressens. Et donc il m'est arrivé, malheureusement, ce coin de petit paradis, je vais dire, je l'ai quitté une nuit parce que la situation devenait tellement difficile qu'on a été obligé de le quitter comme ça, sans prévenir. Ça a été. Donc vous êtes parti avec votre mère, c'est ça ? Tout à fait. Oui. En quelques heures, ça a été. On a dû. Enfin, même si aujourd'hui je le retrouve parfois, je suis obligée d'y aller. Voilà, au minimum une fois dans l'année, je suis obligée d'aller sourcer là-bas. Enfin, je suis obligée. Ça m'appelle. Ça m'appelle. Et quand plus tard j'ai déménagé, j'avais une quarantaine d'années quand j'ai quitté. Ça se passait dans les Cévennes. Hein, et je suis arrivée en ville. Et là, vous imaginez comme ça a été douloureux pour moi, parce que j'avais aussi beaucoup d'animaux là-bas. Et du coup, j'ai mes dents se cassaient. Alors que je suis quelqu'un qui va régulièrement chez le dentiste, mes dents se cassaient. Et je suis tombée, aussi, j'ai eu la chance de tomber sur un médecin qui était ostéopathe et qui a tout de suite fait le lien. Il m'a dit, il y a quelque chose que vous êtes en train de vivre dans votre vie et qui est trop douloureux pour vous. Est-ce que ça vous parle ? Et là, je lui ai dit, oui, je suis obligée de venir en ville pour le boulot et j'ai beaucoup de mal. Et il m'a dit, mais c'est simple, vous vous déracinez. Et les dents, ce sont les racines. Donc, ne cherchez pas, essayez au maximum de retrouver le contact avec cet environnement-là, parce que voilà, vous êtes en train de perdre une partie de vos dents et votre énergie. Et mon énergie, c'est très... c'est difficile de mordre la vie si on n'a plus de dents, hein, Anna. Oui, aussi, c'est vrai. L'énergie qu'elle nous donne, c'est insoupçonnable. En tout cas, ça semble montrer, Anna, que vous avez absolument besoin régulièrement de vous ressourcer dans la nature. Oui, tout à fait. Et donc, il faut... Cette énergie, je l'ai prise jeune et qu'elle est en moi, en fait. Eh oui, retrouver sa nature par la nature. par notre terre. Ouais, tout à fait. Je souffre beaucoup quand je vois dans les villes ces oliviers qui sont taillés en forme de boule ou en forme de je sais pas quoi, des formes géométriques.
des arbres qui sont abattus, comme tous les platanes qu'on a le long du canal du Midi. Vous souffrez, oui, comme si c'était vous qu'on abîmait, oui. Oui, c'est vraiment une énergie qu'on doit protéger. Et quand on voit aujourd'hui comment c'est malmené, et les gens qui travaillent dans ce secteur-là, naturopathes, les gens qui sont proches, les physiothérapeutes, faut vraiment les protéger, parce que je crois qu'avec la crise qu'on a traversée du Covid, ça nous a fait réellement prendre conscience que la nature nous avait trop manqué. Le confinement, les soins aussi, puisqu'on nous a enlevé certains médicaments qui étaient proches de plantes, en fait. Et moi, je me suis renseignée et j'ai vu que même les herboristes, c'est des professions qui sont relativement en danger. Et je sais, par exemple, je suis actuellement quelqu'un qui travaille beaucoup sur les énergies, par l'alimentation, par tout ce qui provient de la nature. Et actuellement, il fait l'actualité. Si je peux me permettre de citer son nom, c'est Thierry Casasnovas, qui est un Perpignanais, donc j'habite pas loin de Perpignan, et à qui on fait vraiment la misère. Il a voulu faire une conférence ces jours-ci, il a été boycotté, les câbles ont été coupés, donc voilà, j'espère que j'ai entendu que Patrick, vous avez un regroupement bientôt aussi, et que ça va bien se passer, parce que c'est ça qu'on a envie aujourd'hui, c'est de retrouver notre nature après ce qu'on a vécu. On se rend compte comme c'est important. En tout cas, restez avec la nature, et visiblement, vous avez compris à quel point ça peut vous faire du bien. Merci beaucoup, Anna, de votre témoignage. On commence fort, Patrick. Oui, je veux dire à l'écoute d'Anna, c'est que ce que l'on fait à la nature, on se le fait à soi-même. C'est-à-dire que les humains, ce qu'ils ont fait à la nature, ils vont en payer l'addition. Le côté positif aujourd'hui, quand même, oui, il y a des choses difficiles, mais il y a des choses très positives, c'est qu'il y a quand même une conscience qui est en train de s'éveiller. Dans les nouvelles générations, mais aussi chez les anciens, on se rend compte qu'on a été trop loin. Alors les anciens, comme moi, puisque maintenant je fais partie des anciens, ont encore la mémoire de comment vivaient mes grands-parents. C'était des écologistes avant l'heure. C'est-à-dire qu'il va falloir retrouver un rythme de vie qui soit plus en relation avec ce qui est naturel. En tout cas, on va en parler pendant ces 2 heures avec vous au 0826 300 300. N'hésitez pas à nous rejoindre. On fait une petite pause, on retrouve Karine dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes avec Patrick Daquet, chaman, qui organise ce 13e festival de chamanisme du 27 au 30 avril 2023. C'est dans l'Est, mais c'est complet, donc ça montre bien que ça intéresse de plus en plus les gens. Bonjour Karine. Bonjour Brigitte, bonjour Patrick. Bonjour Karine. Bonjour. Du coup, moi, je vous appelle pour témoigner. Effectivement, je suis quelqu'un qui est très spirituel, donc je crois vraiment à une force supérieure aux hommes, et qui peut se manifester à travers la nature, vu que c'est le sujet d'aujourd'hui. Et effectivement, j'ai ce besoin de me retrouver souvent dans un milieu, on va dire, naturel, où je suis loin de tout, loin de la pollution, loin de la ville. Et j'ai réussi à le concilier aussi avec ma vie professionnelle, puisque je suis une commerciale, donc j'ai la chance de pouvoir travailler où je veux. De bouger beaucoup, en tout cas, oui. Voilà. Donc moi, je suis de Toulouse, ça s'entend. Et j'adore le Gers. Et la première fois que je suis allée dans ce département, j'en ai pris plein les yeux, en fait. Je suis tombée amoureuse des paysages, des gens aussi. Et alors justement, excusez-moi Karine, je vous redonne bien sûr la parole, mais je questionne Patrick Daquet. Est-ce que chaque être va être plus en relation avec les énergies d'un pays ou d'une région particulière, ou est-ce que c'est des régions qui sont plus chargées énergétiquement ? Oui, c'est vrai qu'on est plus sensible à une région ou un pays où tous nous avons nos filiations différentes. D'accord. Alors comment ça peut s'expliquer ? D'abord par l'inné, nos filiations parentales,
par nos histoires personnelles, mais aussi par nos mémoires cellulaires. Moi, je suis très frappé de voir que quand dans un voyage, eh bien, d'un seul coup, on a l'impression d'arriver chez soi. Et ça peut être au Pérou, ça peut être en Inde, ça peut être en Allemagne, je ne sais pas. On se sent chez soi. C'est quand même étrange, ça. En fait, pour revenir à un discours plus scientifique, plus physique quantique, comme tout est vibration, ondulation, on a une fréquence. Et il y a des endroits où on est plus en accord avec la fréquence de l'endroit. Et il y a des endroits où on est moins en fréquence. Donc c'est pas que c'est moins bien ou mieux, c'est qu'on est tous. Et je dis tout à l'heure, Brassens chantait ça, au pied de mon chêne. Il faut simplement trouver son endroit, son lieu. Et il n'est pas nécessairement en Inde, en Équateur ou en Afrique, hein, ou en Bretagne. Ça peut être le Gers. Ça peut être le Gers, mais ça peut être aussi une terre où on n'est pas né. J'ai beaucoup transmis, beaucoup enseigné, et j'ai été les traditions celtiques, puisque ça c'est ma terre, ma culture, mes racines. Et j'ai été surpris de voir j'ai enseigné à des Mexicains, à des Africains, et qui d'un seul coup découvraient ce qui leur correspondait. Et d'autres des Occidentaux vont découvrir en Afrique, au Mexique, ou en Corée, ou au Japon, quelque chose où ils vont s'identifier. Donc on voit bien que tout est vibration, toute ondulation, tout est énergie, et à un moment donné, on est en harmonie. On est en phase avec... Voilà. Je vous redonne la parole, Karine, excusez-moi. Oui, non, mais c'est ça, c'est tout à fait ça. Après, je pense qu'aussi, ça dépend aussi beaucoup de ce qu'on dégage. Donc, il faut être aussi ouvert à l'univers. Et moi, voilà, je me surprends souvent quand je conduis. Je m'arrête pour admirer le paysage. Il m'apaise juste avant d'aller à un rendez-vous. J'ai l'impression que ça me ressource. Et ça doit aussi se ressentir dans ma façon d'être aussi quand je suis avec mes clients. Je dois avoir ce côté apaisant aussi qui ressort et qui est vraiment lié à l'environnement. D'ailleurs, j'ai rien contre les villes, mais quand je vais à Toulouse, c'est pas du tout le même. Je me sens pas du tout dans le même état physique. Voilà, donc ça transpire après au niveau du comportement. Et bon, je pense que la nature, elle a quand même ce pouvoir, c'est d'être supérieure à nous, et de... supérieur, je ne crois pas qu'il faille dire ça. Moi, je pense que ce que j'aime bien dire souvent dans la nature, c'est qu'elle est. Elle est ni bonne ni mauvaise, elle est. Et c'est peut-être ce qui me semble important à comprendre. Il n'y a pas de morale dans la nature. Vous savez, parfois, quand on a tendance à dire que la nature est supérieure, c'est parce qu'on a l'impression qu'il n'y a rien de mal. Mais je suis désolée, dans la nature, il y a des tremblements de terre, il y a des choses terribles aussi dans la nature. Supérieure. Et oui, non, mais c'était dans ce sens-là, en fait, qu'elle est supérieure à nous au sens physique du terme. C'est-à-dire que... Si je peux me permettre, Karine, je voudrais faire un peu de rhétorique. Quand on dit supérieur, mais il y a une chose qu'on oublie, c'est que la nature, elle n'est pas supérieure à nous ni inférieure. Nous sommes la nature. Aussi, c'est vrai. Mais vous voyez, par exemple, quand on voit la puissance de l'eau qui façonne les montagnes, l'être humain est incapable de le faire. Donc moi, c'est dans ce sens-là. Quand vous voyez le corps humain, ce qu'il est capable de faire, Karine, moi, je suis quand même assez... On est tous complémentaires. Il n'y a pas de hiérarchie. C'est un principe traditionnel qu'on va retrouver sur les 5 continents. À partir du moment où on crée des hiérarchies, on se dissocie du tout. Alors, je suis d'accord, mais aussi l'avantage de créer une hiérarchie, mais dans le sens positif du terme, c'est que, par exemple, moi, du fait que je pense qu'il y a une force supérieure à moi, je la respecte dans le sens où mais est-ce qu'il faut... Alors, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'il faut que quelqu'un soit supérieur pour qu'on le respecte ? Ah, mais c'est supérieur dans le bon sens, c'est-à-dire que... C'est comme si quelqu'un n'avait que des qualités et aucun défaut et que ça forçait le respect, en fait. C'est un peu dans ce sens-là que je l'exprime. Karine, là, je me fais le porte-voix des sagesses ancestrales traditionnelles, que je connais quand même un peu. C'est que la notion de bien, de dualité, de pas bien, de noir, n'existe pas vraiment. C'est-à-dire, c'est un peu comme, si vous voulez, le yin, le yang, il y a le point noir dans le blanc dans le noir. C'est que si on crée des hiérarchies, automatiquement, on se met en situation de soit d'infériorité, soit de supériorité.
Il n'y a pas de hiérarchie dans la nature. Tout est complémentaire. Il n'y en a pas un qui est plus, il n'y en a pas un qui est moins. Chacun a sa force. L'infiniment petit est comme l'infiniment grand et réciproquement. Après, on peut avoir des attirances ou des préférences. Ça, c'est tout à fait autorisé, j'imagine. La puissance de l'eau, telle que vous le dites, Karine, évidemment, c'est impressionnant, c'est magnifique. Mais comme vous l'avez observé, elle peut être aussi destructrice comme constructive. Comme nous-mêmes, comme les humains, comme tout ce qui est dans la nature. C'est vrai. Et du coup, alors moi, j'avais une question à vous poser. Allez-y, Karine. Vous, Patrick, comment vous pratiquez en fait au quotidien, de quelle façon vous pratiquez votre rapport à la nature, justement? Eh bien, j'ai 72 ans, donc toute ma vie est vouée à devenir ordinaire et simple. Ouais. Donc, plus je deviens ordinaire, plus je deviens simple, plus je suis près de la sagesse, de l'origine, de cette nature. Finalement, tout est simple et ordinaire. Et nous, les humains, on nous a fait croire qu'on était au sommet d'une hiérarchie. Vous-même, vous étiez en train de dire qu'il y a du plus fort, du moins fort, Il faut sortir de cela. Et c'est par la simplicité, l'humilité, quoique le mot humilité est très connoté, je veux dire plutôt l'ordinarité. C'est-à-dire et devenir l'être le plus ordinaire qui soit. J'ai reçu cet enseignement il y a bien longtemps. J'étais en Équateur et j'avais fait des journées de pirogue même pour arriver. On m'a dit qu'il y avait un homme médecine, un curanderos remarquable. C'était un vieil homme. Je suis arrivé après des heures de pirogue. On est arrivé et il y avait un monsieur là qui était assis au bord de l'eau, qui avait plus de dents là, qui ressemblait à rien et qui regardait comme ça. Donc on a été dans le petit village. L'interprète cherchait partout et tout. Et en fait, pour faire court, le gars qui était au bord de la rivière, c'était le fameux grand-père qui avait de la notoriété dans toute la région de l'Équateur. Et il n'y avait pas plus simple, plus ordinaire. Et il ricanait et il s'amusait de se voir. Et quand on est arrivé lui voir, moi j'ai vu que cet homme était étrange. Et la traducteur a dit, mais il nous attendait en fait. C'est-à-dire que par cette simplicité aboutie, c'était un sage. Devenons des sages, et il était totalement, en lien total avec la nature. Il était la nature. Voilà, je peux pas vous dire comment je peux faire. Toute ma vie, je la voue à la simplicité pour retrouver ma nature par la nature. Voilà, on revient à la même chose. Oui, maintenant, j'ai un itinéraire qui n'est pas le même que vous, Karine, comme celui de Brigitte. On a tous des destins différents, mais l'objectif est le même. C'est sur cette terre, on est là pour guérir. On n'est pas là pour être puni de quoi que ce soit. On est sur cette terre pour guérir. Et la dualité est une règle de l'incarnation qui nous permet de comprendre, d'avancer. Et quelquefois, c'est un peu rude. Quelquefois, c'est magnifique, c'est joyeux. Eh bien, il faut accepter cette règle de la dualité qui n'est pas là pour nous blesser, nous punir, mais qui est là pour nous faire avancer. Donc, redevenons ce que nous sommes et on sera. C'est par la simplicité, l'humilité, la tranquillité. Et d'ailleurs, le message, Karine, qui va vous plaire, puisque vous êtes dans la spiritualité, c'est que si il y avait plus de gens ordinaires, il y aurait plus de paix sur cette terre. Voilà. Oui, mais moi, je suis profondément convaincue que la vie a les couleurs qu'on lui donne et que des fois, aujourd'hui, le bonheur, on le situe dans des richesses matérielles, alors que moi, je prends plus de plaisir à me retrouver en pleine nature, sans rien autour, pendant 3 jours, que de faire du shopping pendant 3 jours, par exemple. Donc, c'est vrai que ça fait partie, c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de personnes qui en aient conscience, parce que finalement, on cherche pas au bon endroit. On est riche de ce dont on n'a pas besoin. Je ne sais plus qui a dit ça, mais ce serait peut-être la formule qui... Karine, je vais dans votre sens, mais soyons quand même pas pessimistes ni optimistes, soyons positivistes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui sont conscientes de ça. Dans toutes les générations, que ce soit les anciens comme les jeunes. Il y a aujourd'hui... le Covid y a participé pendant ces 2 années, 3 années qu'on a vécues là. Les gens se rendent compte qu'ils veulent retrouver l'essentiel. Alors, ça crée des conflits parce que il faut mourir à quelque chose pour renaître. Alors, on a des habitudes, mais globalement, je vous assure qu'on va dans le bon sens.
Eh bien, c'est sur cette parole positive, Karine, qu'on vous laisse. Merci d'avoir témoigné. Merci Karine. On va continuer avec les questions intimes dans un instant parce qu'on a échangé longuement et on se retrouve avec Isabelle qui reste avec nous, bien sûr. Hein, Isabelle, on vous pose 3 questions intimes et vous pourrez en poser une à Patrick Daquet dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. En compagnie de Patrick Daquet, un chaman qui est avec nous et qui nous parle avec sa parole sage, ordinaire, n'est-ce pas Patrick Daquet? Alors vous pourrez poser une question à Patrick Daquet, Isabelle, mais d'abord je vais vous en poser 3. Première question, Isabelle. La nature vous a faite telle que vous êtes, Isabelle, et qu'est-ce que vous préférez de votre corps, de votre nature? Je préfère mes jambes. Vos jambes. Ah bah c'est bien parce que ça vous permet de marcher dans la nature, les jambes. De courir. De courir même. Vous savez que c'est mieux de marcher que de courir. Oui, j'ai une époque je courais beaucoup, maintenant je fais beaucoup de randonnées. Je cours plus, mais à l'époque, oui, je courais. Deuxième question. Est-ce que votre libido, vous lui donnez une note plutôt de 1 à 10? Quelle note vous lui donnez? C'est par cycle, ça peut aller de 6 à 10. Ah bah ça va, elle se porte bien. Félicitations. Hein, c'est bien. Et dernière question. Est-ce que vous utilisez des jouets intimes? C'est pas trop mon truc. Bah non, vous en avez pas besoin avec une note de 6 à 10. Non, ça n'a rien à voir. Mais franchement, j'arrive pas trop, quoi. Ça me gêne, le côté Ça vous gêne? plastique, bruyant, faux, en fait, ça me... Bah écoutez, si vous êtes une manuelle, hein, tout va bien. Exactement. Pas besoin, hein. La nature vous a bien faite. Non, mais ça peut être amusant quand même, d'avoir un accessoire de temps en temps. De temps en temps. Je suis pas accro à ça du tout. J'ai bien compris. Vous pouvez poser une question à Patrick Daquet, il vous écoute. Alors Patrick, dans quel décor naturel avez-vous votre meilleur souvenir d'avoir fait l'amour? Je ne m'attendais pas à une question comme ça. N'est-ce pas? Si ça vous dérange, vous êtes pas obligé de Ça ne me répondre. dérange pas du tout. Je n'ai pas demandé des détails, juste le décor. Ça ne me dérange pas. Eh bien, écoutez, il me vient un souvenir. Alors, je ne sais pas si c'est le meilleur, mais il me vient instantanément un souvenir. C'est ça qui compte, bien sûr. C'est justement sous un arbre, au pied d'un arbre. Je vous assure que je veux pas. Voilà, c'est l'image qui est venue instantanément. D'accord. Donc, l'arbre a une dimension phallique. On ne peut pas ne pas y penser, évidemment. J'avais pas pensé à ça. Oh. Quand je faisais l'amour, je pensais pas à ça. Et ben voilà. Faire l'amour dans la nature, et il y a quelque chose, il y a une dimension supplémentaire qui nous rapproche de notre propre nature, vraiment. Mais c'est pas toujours très confortable. Non, c'est sûr que si c'est dans du sable, il faut mieux avoir etc. Mais on peut aussi mettre un matelas. Ah oui, on a le droit. Dans la nature, on peut être dans la nature, mais on a le droit d'un peu de confort quand même. C'est pas de le faire sur un caillou, hein, mais c'est d'être dans la nature. C'est très tantrique. Hein. Il y a quelque chose... En fait, si vous voulez, je répondais... C'est la même réponse qu'avec... non, c'est pas Anna, c'était Karine avant. C'est-à-dire qu'il faut essayer le plus possible d'être proche de sa simplicité, de son ordinarité à tous les niveaux. Ça ne veut pas dire qu'en faisant l'amour, on ne peut pas avoir des fantaisies, loin s'en faut, mais finalement, ça dépend de la conscience que l'on met aussi dans le moment où on fait l'amour. Et si on est dans cette nature, en communion avec les oiseaux, avec l'environnement, c'est magnifiquement... c'est total, quoi. C'est absolu. Les odeurs de la nature. Dans une pièce, on peut mettre des fonds sonores, on peut mettre des bâtons d'encens. Quand on est dans la nature, on a tout. On a tout, et tous nos sens sont en éveil. Oui, en éveil, sont voilà, Mais c'est pas artificiel, oui, c'est vrai. Alors c'est vrai que c'est plus difficile à faire à Nanterre ou à Paris. Hein.
Oui, c'est même dangereux. On peut se retrouver Oui. en prison. Donc Oui, attention, oui, c'est attention. ça. Et puis c'est plus difficile en hiver qu'en été aussi. Puis les odeurs à Paris sont pas toujours. Surtout en ce moment. Hein. Je surtout en ne ce ferai pas moment, d'allusion à quoi que ce soit. Merci Isabelle. Merci Merci, beaucoup. bonne journée. Au Au revoir. revoir. On continue avec Céline qui est avec nous. Bonjour Céline. Bonjour Patrick, bonjour Brigitte. Bonjour Céline. Alors vous vous ressourcez dans la campagne avec votre chienne. Tout à fait. Tout à fait. Après une grosse journée de travail, parce que j'ai des journées assez trépidantes, on va dire, de par mon métier. Moi, mon calme et la ressource que je reprends, enfin, je reprends le contrôle de moi. En fait, c'est le soir, je prends ma petite chienne pour sa petite balade et on part dans la nature. Alors, j'aime pas le mot « je reprends le contrôle de moi ». J'aimerais mieux que vous me disiez « je me retrouve ». Voilà, je me ressource, Je me ressource, oui. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et donc, ça me fait un bien fou. Ça me calme tout de suite. Oui, pardon. Allez-y, Patrick. Céline, au moment où vous parlez, là, je voyais la scène. Et c'est effectivement je voyais la situation. C'est très, très reposant, c'est clair. Mais je voudrais profiter de vous dire quelque chose, Céline, qui s'adresse pas à vous, hein, mais qui s'adresse d'une manière générale aux Occidentaux. La relation aux animaux est devenue un peu particulière. Dans les traditions ancestrales, un animal digne de ce nom doit être un animal libre. Comme un être humain digne de ce nom doit être un être libre. Alors, je ne connais pas beaucoup d'êtres libres. Moi-même, je ne le suis pas totalement, hein, loin s'en faut. J'y tends. Et donc, faire exiger des animaux qu'ils aient cette profonde liberté, oui, en sachant qu'on peut avoir un compagnonnage avec un animal, mais ne jamais oublier que quand même sa nature profonde, c'est lui aussi d'être libre. Et c'est difficile quand l'animal devient un substitut à ses difficultés émotionnelles ou autres. Et d'un seul coup, on l'utilise un peu comme un transfert. Et ça peut être difficile. Je ne dis pas que vous le faites, hein, je ne me permettrai pas. Mais Isabelle, je veux dire que, attention, il faut savoir par exemple qu'en France, qui est un des pays qui utilise le plus pas les psychotropes, les médicaments... les calmants, les calmants, oui. Tout ça. Oui. On est un des premiers consommateurs au monde. Comme par hasard, on est un des premiers consommateurs d'animaux domestiques, d'animaux de compagnie. Ça veut dire qu'on voit bien que ça devient compensatoire, un animal. Attention. Oui, mais le chien, de toute façon, est un animal qui n'est pas libre dans le sens où il a choisi d'être avec son maître. Il n'a pas choisi. Depuis des millénaires, oui. Si. Le chien n'a qu'une envie. Un chien abandonné, s'il y a un homme ou une femme qui le caresse, il va le suivre. Il va le choisir comme maître. Excusez-moi. Hein. Oui, c'est un sujet qu'il faut mieux pas trop s'étendre là-dessus. On verra. On en parlera à l'occasion. On en parlera Patrick en privé. Daguet. Je veux dire qu'une chose, c'est que c'est comme les esclaves à l'époque. Il y avait les bons esclaves qui aimaient bien leur maître. Et à un moment donné, il faut comprendre que toute la création doit retrouver sa propre liberté. Alors c'est un absolu. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, et c'est sûr que un animal maltraité, recueilli à l'SPA, blessé, c'est bien qu'il trouve... D'abord, comment on appelle d'ailleurs celui qui prend un animal, on l'appelle son maître, hein. Mais bien sûr, c'est bien ce que c'est regrettable, c'est tout. Il devrait y avoir une relation égalitaire aussi. Et que l'animal ne devienne pas un mendiant. Il faut l'éduquer petit à petit à retrouver son intégrité et son autonomie. Là, je ne suis pas consensuel, hein, je vais me faire... Non, mais enfin, la question qu'il faut se poser, c'est toujours pareil, est-ce que c'est l'homme qui a rendu le chien esclave ou est-ce que c'est le chien qui a tout compris en étant l'esclave, il devient le maître. Match nul, la balle au centre. Si vous voulez. C'est moitié-moitié, je veux dire. Merci en tout cas, Céline, merci beaucoup. Alors, la petite devinette du jour, vous aurez le temps des infos, Patrick Daquet, pour trouver la réponse. Elle devrait vous plaire, vu ce que vous venez de dire. Qui a une tête et une queue, mais rien entre les deux?
On aura la réponse après les infos. Si vous avez envie de parler aussi de chamanisme, de nature, de votre propre nature, ou si vous avez des questions à poser à Patrick Daquet, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Alors, est-ce que c'est une émission écologique ? Non, c'est une émission chamanique aujourd'hui avec Patrick Daquet, un vrai chaman. Je dis un vrai parce qu'il y en a quelques-uns actuellement qui se prétendent chaman. Ce n'est pas votre cas. Vous avez écrit beaucoup de livres toujours très intéressants et vous organisez ce 13e festival de chamanisme du côté de Reims du 27 au 30 avril. Malheureusement, c'est déjà complet. Donc voilà. Et vous avez réuni des chamans du monde entier, hein, la liste est longue. Il y en a en fait 87. C'est extraordinaire et ce sera certainement un moment fort, évidemment. Alors, avant de donner la parole à Iris qui nous a rejoint, la réponse à ma devinette, qui a une tête et une queue mais rien entre les deux. Pourtant c'est facile à trouver. Franchement, je trouve pas. C'est un animal. Il a une tête, il a une queue, mais il n'y a rien entre les deux. Le serpent. Ah. Bah oui, un serpent, ça a une tête, ça a une queue. Et puis ça n'a rien entre les deux. Ouais. Vous n'avez pas l'air d'être convaincu. Avec les animaux, on n'a pas l'air d'être d'accord. Hein. Iris, bonjour. Oui, bonsoir Brigitte, bonsoir Patrick. Bonsoir Iris. Joli prénom Iris. Merci. Oui, c'est le prénom d'une fleur. C'est une fleur. Mm-hmm. Et de la déesse des compromis, médiatrice. Oui. Voilà, une médiatrice. Exactement. Eh oui. Et donc, vous aimez vous promener en forêt, hein, c'est ça ? En fait, c'est plus que promener, c'est me ressourcer en forêt. Mm-hmm. C'est-à-dire que depuis toute petite, mon grand-père m'a emmenée, il était sourcier, il m'emmenait en forêt, il m'apprenait les... Ah, sourcier, oui, en effet. Il m'emmenait voir, apprendre les arbres, et c'était du coup un lieu où je jouais, où j'avais ma cabane, où je faisais... Ça vibre. Voilà, tout à fait. Et donc du coup, même en étant urbaine aujourd'hui, j'ai toujours beaucoup de plaisir à me reconnecter et aller régulièrement en forêt. J'en ai besoin. Moi, j'invite tout le monde à renouer avec les promenades dans la forêt. Même si on habite en ville, il y a le bois de Boulogne, il y a Vincennes. C'est pas des forêts vraiment très, très sauvages, mais il y a plein d'arbres quand même. Et ça a un aspect guérisseur. Et c'est de toute évidence, c'est capital pour le ressourcement. Exactement, et l'ancrage aussi, oui, tout à fait. Et puis on y fait des belles rencontres dans les forêts. Mais quand on parle, enfin votre père était sourcier, on n'est pas loin du chamanisme. Votre grand-père, pardon. Ouais. On est quelque part, non ? Il y a quelque chose de... Le sourcier a cette capacité de percevoir les vibrations et se mettre en relation avec l'eau, avec l'énergie de l'eau, entre autres. Et en fait, tout le monde l'est plus ou moins. Il y a ceux qui le savent et ceux qui ne le savent pas. Il faut sentir, en fait. Il faut sentir. Et alors moi, paradoxalement, je ne sais pas si ça vient, et ça c'est une question que j'avais à vous poser, moi je suis plutôt attirée par le feu. J'ai un attrait sur le feu qui est assez impressionnant, en fait. Et on fait souvent, avec mes amis, des grands feux, comme on faisait quand on était en vacances, quand on était enfant, et avec les tambours, et on aime beaucoup se ressourcer aussi comme ça, en chantant, en fait. Alors le feu, c'est universel, hein, comme tous les autres éléments, mais le feu est considéré, par exemple dans la tradition celte, c'est le grand feu blanc, on appelle ça, qui est un lien entre les trois mondes. Le monde d'en bas, le monde du milieu, le monde d'en haut. Le feu consume, transforme et régénère. Voilà. D'accord. Ouais, donc le grand feu blanc est dans l'iconographie celtique est gardé par un conseil d'anciens, car ce feu est l'équilibre de la création. Et on l'appelle d'ailleurs grand-père feu, dans toutes les traditions. D'accord. Et le fait d'avoir ce don du feu, cet appel du feu, eh bien, ferait de vous, dans beaucoup de traditions, gardienne du feu, etc. Et ça, c'est souvent les hommes qui ont ça, normalement, ce rôle-là. Non, il y a aussi des femmes qui sont gardiennes du feu. Et il faut savoir que... Et ça ne peut pas s'apprendre. Vous avez a priori cette attirance, donc je vous invite à vous faire enseigner par le feu. D'accord. Fixez-le, méditez devant le feu, regardez, les yeux ouverts. C'est ce que je fais exactement, mais depuis toute petite. Hein. Voilà, je joue avec, même, c'est assez fou, quoi. Bon, voilà,
Bienvenue au club. Et j'aimerais beaucoup venir à Reims à la fin du mois d'avril. Hein. C'est complet. Ah mais je sais, j'ai entendu. J'ai bien prévu, Brigitte, qu'il fallait absolument faire de pub parce que... J'ai pas dit où exactement. Oui. Hein, j'ai Mais juste... je crois voir Cela où dit, c'est. si vous voulez avoir des Je crois informations, quelque vous chose. allez sur le site www.cercledesagesse.com. D'accord. C'est pas moi l'organisateur, Patrick Daquet, je suis le président de l'association. C'est D'accord. une association qui regroupe 248 traditions du monde. D'accord. Et Super. ça fait la 13e année, on n'a pas fait pendant 3 ans avec le Covid et tout, et on redémarre doucement, parce qu'au dernier festival, il y a 3 ans, il y avait 5000 entrées, là. On était sur un territoire beaucoup plus grand. Là, c'est limité par le parking. On est sur un domaine magnifique, un des plus beaux domaines que je connaisse, avec des étangs, des bois et tout, mais malheureusement, on ne peut pas dépasser des limites et c'est déjà complet. Alors justement, puisque vous parlez du feu, Iris, ça m'amène une autre question, Patrick Daquet. Est-ce que on a tous un élément? Il y a la terre, le feu, l'air et l'eau, hein, Oui. les 4 éléments. Alors il y a certains mettent les terres, mais on va rester sur ces Oui, 4 oui, éléments. oui. Suivant l'attirance qu'on a pour l'un ou pour l'autre, je suppose que ça dit autre chose de notre Oui. nature. Oui, tout à fait. D'ailleurs, dans les sciences traditionnelles, si on peut dire par exemple l'Ayurveda, vous avez les doshas qui sont voilà, bref, les 4 éléments. Et on est composé effectivement d'un dosha dominant. Et on a tous les doshas, on a tous les éléments, bien sûr. En médecine chinoise aussi, enfin toutes les médecines traditionnelles. Et on a un élément dominant. Et c'est pas toujours celui qu'on croit. Et alors comment on découvre son élément dominant? Eh bien, par exemple, en Ayurveda, c'est très compliqué. Il y a 150 questions qui vous sont posées. Il y a un médecin ayurvédique qui fait... Alors faites simple, là, Patrick. C'est très compliqué. Parce que, par exemple, moi, j'ai tout du feu, justement. Eh bien, dans l'Ayurveda, non, je suis terre. Et pourtant, je suis lié au feu. Alors, dans les d'autres traditions, ça va être plus simple, effectivement. Comme je l'ai dit précédemment à Iris, elle a cette attirance. Bien, vous, là, il y en a qui sont attirés par la terre, l'eau. Il y en a qui sont très attirés par l'eau, hein, ce qui n'est pas mon cas. Donc, faites-vous confiance aussi à ce qui vous attire. Mais ne le faites pas en surface, allez à fond comme le fait Iris. À travailler, si c'est l'eau, allez-y à fond. Si on est attiré par la mer, qu'on a besoin Oui. tout le temps de voir de l'eau, etc., ça veut dire Il y a que une tendance D'accord. Oui. Et l'air, c'est si on a besoin de respirer, si on aime qu'il y ait du vent, L'air, le vent, oui, etc. Et la terre, c'est si Oui. on s'ancre dans le sol, Voilà. évidemment. Alors en Ayurveda, ils disent, c'est pas toujours vrai, ils disent, parce que des fois, on va justement, on est attiré vers ce qu'on n'a pas besoin, et on va dans l'excès. Mhm. On va chercher ce qui nous manque, en quelque va sorte, chercher- on pourrait dire. Oui, on va chercher ce dont on n'a pas besoin, surtout. Et ce qui fait qu'on se fait du mal. Par exemple, que ceux qui mangent beaucoup de pâtes, eh bien souvent, c'est ce qu'ils ne doivent pas manger. C'est l'élément en Ayurveda, on va dire, c'est ce qu'il ne faut pas manger. Donc, il faut se faire confiance, mais demander des confirmations quand même, d'une manière ou d'une autre. Alors, vous allez me Peut-être que demander... je pourrais être attiré par le feu, mais que ce ne soit pas mon élément premier. Voilà. Pourtant, cheval de feu en chinois. Hein. Oui, moi je pense que vous êtes feu, d'un point de vue très, très intuitif. Ouais, Ta en vision, numérologie, je suis 11. Hein. Quand vous avez dit ça, j'ai vibré. Alors, j'ai Ouais. dit à Brigitte, ça vibrait. Donc, a priori, oui. Mais je vous dis, c'est complexe. Oui, mais Ok. on pourrait dire, Iris, si quand vous êtes en train d'observer le feu, vous vous sentez ressourcé par le feu, on peut penser qu'en effet, c'est votre élément. Parce qu'en fait, ça vous fait du bien. Je crois que c'est... Et ça, plus que ça. En fait, c'est fou parce que quand ça je suis va. avec des amis et que quand on est autour du feu et qu'on est en train de chanter, je peux m'amuser avec le feu et je fais des choses que d'autres ne peuvent pas faire. Tout à fait. Par exemple, en Mongolie, moi qui suis feu aussi, enfin terre et feu, en Mongolie, les profs que m'avaient fait les Mongols, ils m'avaient apporté une braise de feu, ils m'avaient demandé de la manger. Alors, purée, quand j'ai vu arriver, on était dans une situation particulière. J'ai eu la braise dans la bouche et ça m'a rien fait, quoi. J'ai pas brûlé. ouais. Alors, j'ai été adopté. C'était le... Ne faites pas ça, Iris. Je Ne ne le veux pas faites cette pas, Iris. responsabilité. C'était le rituel de passage. Non, mais je vous parle d'un exemple personnel. Hein. Oui, c'est bien. Mais ne le attendez, faites pas. excusez-moi, Patrick Daquet, je fais toujours attention à des On est à la choses radio, qui quand sont... on a beaucoup de gens qui nous écoutent et je ne Ne le voudrais pas faites que pas, ne le faites pas. ce soir, il y ait quelques personnes qui s'amusent à manger de la braise. Mais je parce vous que- rassure, je ne le fais pas. Hein. Je préfère les Esquimaux et la glace.
C'est eux qui m'ont mis dans cette situation, mais c'était une situation particulière parce qu'on était en cérémonie, les énergies étaient très hautes, il y avait 15 chamans mongols qui étaient en exercice, et ça s'est pas fait comme ça dans un discours. On était dans un état... J'entends bien, mais c'est un peu comme la marche sur le feu. Avant de marcher sur le feu, il faut être dans un état particulier, et là on peut marcher sur le feu. Et si jamais on n'est pas prêt, on se brûle. Est-ce que vous pouvez rappeler votre site, s'il vous plaît? C'est Cercle de Sagesse. Sagesse, voilà, super. Vous tapez Cercle de Sagesse. Ça marche, très bien. Voilà. Et est-ce que... Sur le feu. Moi qui fais de l'astrologie, je regarde beaucoup, évidemment, dans le thème astral de quelqu'un, s'il a beaucoup de planètes en feu, en terre, etc. Est-ce que ça peut être un indice? Est-ce que c'est reconnu chamaniquement ou pas? Mais chamaniquement, c'est pas un système. Ce mot, c'est pas une religion. Ce mot, je l'ai dit précédemment, c'est une philosophie, c'est une pensée. Il ne faut pas tomber. Le jour où il y aura un grand chaman, un pape chaman, des évêques chamans, ça y est, on sera repris. Pas bon, Vous savez, dès qu'il y a quelque chose qui est en train d'émerger, il y en a plein qui sont en recherche de pouvoir et qui s'accaparent ça. Donc soyons prudents. Restons ordinaires. Restons ordinaires. Voilà. Alors, oui, bien sûr, l'astrologie est très, très, très valable. Ça aide beaucoup. Alors, l'astrologie occidentale, c'est pareil, elle est limite à nos planètes. L'astrologie indienne, par exemple, ça va être 9 systèmes solaires, pardon. Donc c'est encore plus compliqué que l'astrologie occidentale. Mais les résultats sont évidents. C'est-à-dire que ça a vraiment du sens. Et ça peut aider à connaître son élément. Donc tournez-vous vers un astrologue sérieux. Sérieux, évidemment. Pour confirmer. Parce que c'est pareil, il y a de tout. Il y a également de tout, on est bien d'accord. Comme chez les politiques, les banquiers, les immobiliers, tout le monde. Ce qui est fou, c'est en astrologie chinoise, au niveau des chevals de feu, par exemple, les petites filles qui naissaient en Chine avec ce signe étaient tuées parce qu'elles étaient capables de faire des choses qui pouvaient être fortes. Ça s'appelle l'obscurantisme, Iris. Chez nous, c'était les sorcières. Les sorcières. C'est ça, oui. Qui étaient aussi, d'ailleurs, avec le feu. On les mettait dans le feu, oui. Parce que le feu avait un caractère de transformation, enfin de nettoyage. Ouais. De nettoyage. C'est pathétique ce que les humains inventent. Oui. Revenons à notre nature, évidemment. Oui. Merci beaucoup, Iris, pour cet échange. Merci. Et vive le feu. Et vive le feu. Et vive la déesse du feu qui s'appelle Agni. Agni ? Oui. Merci. Merci à vous, Iris. Allez, une petite pause et on va rêver avec Marc qui nous raconte son rêve dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Patrick Daquet est avec nous, vous êtes chaman, on évoque maintenant les rêves comme tous les vendredis avec Marc. Je suppose évidemment que dans le chamanisme aussi, les rêves ont beaucoup d'importance. Il y a quelque chose ça nous dit quelque chose, je suppose. Très important le rêve. Eh bien vous allez pouvoir m'aider à interpréter tout ça. Bonjour Marc. Bonjour Brigitte, bonjour Patrick. Bonjour Marc. Eh bien, on vous écoute, allez-y, racontez-nous votre rêve. Alors, c'est un rêve que j'ai fait il y a quelques semaines. Oui. J'étais passé devant une sorte de rail à côté d'un pont. On rentre dans une gare. C'est pas vraiment à qui je suis, mais il y a au moins un ami. Et on va pour visiter une sorte d'ancien hôtel de fast-food dans la gare. Oui. Donc cette visite se passe. On rentre d'abord dans une petite pièce. Il y a une espèce au fond de la pièce, comme une fenêtre. J'essaie de voir dedans, mais en fait, c'est pas une fenêtre, ça devient un tuyau, comme une arrivée de gaz ou une extraction d'air de style VMC. Oui. En cherchant un peu ce que ça peut être, je l'ouvre en fait avec un couteau et il s'avère que c'est pas un tuyau, c'est une sorte de grand serpent. Oui. Un grand serpent qui a pris la place d'une gaine technique qui s'était mangé lui-même. Qui se mange lui-même, c'est-à-dire qu'il se mord la queue, quoi. C'est ça, en l'ouvrant, on voit le squelette et on voit qu'à un moment, il a la queue dans sa bouche. On voit le squelette, c'est-à-dire qu'il est mort ? Oui. D'accord. Il est mort et fiché depuis un moment, apparemment. La boutique semble abandonnée depuis une dizaine d'années. Le logos. Ensuite, on continue à explorer un peu. On tombe sur une grande pièce avec des dizaines de qui me par-dessus, comme dans les grands magasins, avec des grands cartons contre un mur, des grandes étagères. J'ai un ami qui escalade la pièce, on regarde un peu les congélateurs, tout semble encore bon, il y a encore des emballages du fast-food. Oui. Tout ça se passe, ensuite on tombe sur les casiers, là je me souviens plus ce qu'il y a.
Ouais. Et on finit par revenir dans la gare et l'avant de la boutique, donc ça devait être la réserve, l'avant de la boutique est une sorte de... C'est une terrasse, en fait, c'était un fast-food. Et c'est traversé par la gare. La gare, c'est une gare traversante. Et là, mon souhait, avec la personne avec qui je parle, c'est d'ouvrir un magasin de vélo cargo. Alors on me dit ça marchera pas, c'est pas le bon endroit. Mais moi, j'ai envie de faire ça, donc ça me donne une grande réserve, ça me fait une belle boutique de démonstration. Et ensuite, le rêve se finit en sortant de cette gare et en ayant une sorte de parc. La vue sympa, de voir un petit parc. Le lieu est sympa, quoi. Eh ben, dis donc, il est riche, votre rêve. Mais alors, il est chargé de symboles sexuels. Ah bon. Et la boîte, qu'est-ce qu'il y avait dans la boîte, au fait? Je sais pas. Quelle boîte? Dans la deuxième pièce, il y avait une boîte que vous Il y avait des boîtes, oui. Ah, des boîtes, oui. Non, C'est des immenses cartons empilés, pliés, en fait. Okay. Qui font plusieurs mètres de haut. En fait, votre rêve, il est très chargé de symboles sexuels quand même, hein, dans tout ce qu'on entend. Et en même temps, c'est pas des symboles sexuels très vivaces. Hein. On est quand même dans des symboles assez tristes. J'ai l'impression comme ça que... Alors, vous êtes quand même avec un ami. Cet ami, ça peut être vous. Hein. Dans les rêves, on sait que on est parfois tous les personnages. D'accord. Mais il me semble... Alors, vous avez parlé d'un pont au début. C'est le pont qui vous emmène dans la gare ? On passe un pont qui passe sur une rivière, on traverse une route, et ensuite on est dans la gare. D'accord. Et ce serpent mort aussi, moi, me fait penser que j'ai l'impression qu'il y a peut-être quelque chose de l'ordre d'un deuil qui n'est pas très bien vécu, quelque chose comme ça qui vous... est-ce que ça vous parle, ce que je vous dis ? Oui, alors justement, je ne sais pas si ça correspond... je ne sais pas si j'ai fait le rêve avant ou après. Mais il y a très peu de temps autour, j'ai recroisé une personne avec qui j'ai été. Oui. Et c'est une personne, justement, quand on s'est séparés, j'avais besoin de garder une distance et faire un deuil. Pour elle, non. Du coup, on a décidé de ne plus jamais se parler. Et après avoir une dispute avec des amis où je m'étais pas senti bien, j'avais rencontré beaucoup de relations, je l'ai recroisé le lendemain, ça faisait plus d'1 an que je ne l'avais pas vu. D'accord. Et ça vous a marqué de la revoir, c'est ça ? C'est ça, une espèce d'alignement de planète, on va dire, comme si l'univers avait dit qu'il fallait que je la rencontre. Faites attention parce que on vous perd un peu, Marc, donc parfois j'ai un mot qui m'échappe. Il y avait un peu ce truc-là de message de l'univers, en gros, je pense très fort à ce moment-là, il y a un peu mal. Oui. Il y a quelque chose qui s'est mal passé avec elle aussi, et là, je la recroise, et le rêve, c'est très lancé de parler aussi. Mais c'est de la revoir, on s'est juste dit bonjour discrètement avec un... Oui, et est-ce que justement, la sexualité avec cette femme, il y a eu quelque chose qui n'a pas été abouti, il y a eu quelque chose qui s'est pas... Enfin, qui a fait que ça n'a pas pu marcher. Est-ce qu'il y aurait quelque chose comme ça où il y a une sorte de... En termes de sexualité, ça s'entendait très bien. Il y a une chose qui s'est mal passée, mais ça, c'est une autre relation où j'avais très mal vécu, on m'avait forcé. Oui, mais vous voyez, je pense qu'il y a quelque chose à comprendre de ce qui s'est passé avec cette femme qui a dû vous marquer de manière peut-être pas si consciente que ça, parce que le rêve, évidemment, nous parle toujours plus de notre inconscient que de notre conscient, sinon on n'a pas besoin de faire le rêve. Hein. Et je pense que ce serait intéressant que vous ayez un petit peu plus... que vous fassiez un petit peu plus le point sur ce qui s'est passé avec elle et ce qui n'a pas été digéré. D'accord. Et peut-être que ça vous bloque un peu dans une éventuelle future rencontre ou future relation qui serait... Vous voyez ce que je veux dire ? Comme si... Oui, aujourd'hui, je n'en envisage plus, justement. Eh bien oui, mais justement, alors raison de plus pour suivre le conseil que je vous donne. Peut-être qu'il faut... La dernière fois, j'ai dormi avec une amie il n'y a pas longtemps avec qui j'avais eu une relation et... J'ai insisté sur le fait qu'on n'ait pas de relation ensemble et on a dormi ensemble, on a pu dormir l'un contre l'autre, mais le fait de ne pas en avoir, ça m'a fait beaucoup de bien aussi. Oui, très bien. Pas y être forcé ou de pas que ce soit automatique. On a pu prendre un bain ensemble, se laver ensemble, c'était très agréable, mais pas de sexualité. D'accord, mais il ne faudrait pas non plus que ça coupe votre désir, voyez ? Oui.
parce que sinon, vous risquez de rester un petit peu en attente comme ça pendant quelques temps. Donc je pense que, enfin en tout cas, vous avez l'air de confirmer ce que intuitivement on peut dire de votre rêve. Hein. Encore une fois, c'est de vous que ça parle, votre rêve. Hein. Donc c'est vous qui devez y mettre le sens. Mais on a quand même beaucoup de choses qui laissent à penser que et puis bon, le fast-food, c'est pas de la nourriture très très positive. Vous voyez, tout ça laisse à penser qu'il faut vraiment. N'hésitez pas à avancer un petit peu dans la compréhension de ce qui reste comme trace un peu négative de cette histoire avec cette femme que vous avez revue, et puis libérez-vous un peu pour être tout doucement prêt à une nouvelle rencontre où là le désir pourra renaître. D'accord. Merci beaucoup Marc, en tout cas. Merci à vous. Je ne l'avais pas vu comme ça. C'est impressionnant. Merci Marc. Merci. C'est ça les rêves, hein. C'est qu'ils déguisent beaucoup quelque chose qui pourtant a besoin d'être compris. Vous avez peut-être... Je vais revenir sur le serpent. Oui, allez-y. Parce que dans la tradition celte, Cernunnos, qui est un personnage mythique, il a dans sa main gauche le serpent, qui est le symbole de l'énergie qui circule entre la terre et le ciel et la terre, l'homme étant aussi un être debout. Et dans sa main droite, il a le taureau, qui est le symbole de la force. Et donc l'unicité se fait entre l'homme, la force et le serpent. Mais ça peut fonctionner que quand le serpent se tient la tête vers le ciel et la queue vers là-bas. C'est-à-dire que va circuler l'énergie de la terre, la Kundalini, si on peut dire. Et là, c'est le serpent qui se détruit, qui se mange la queue, qui s'auto-détruit. Donc en fait, et ce qui me semble, c'est que dans la scène que vous avez décrite, je voyais beaucoup de désolation. Ça avait l'air un peu ruiné, votre affaire, non ? Oui. Alors, le cadre était un peu désolé. Et en fait, ce qui m'est venu, c'est qu'on ne peut pas construire sur des ruines. Il faut faire table rase et revenir sur un terrain vierge. Et ainsi, le serpent va pouvoir se dérouler et retendre vers la terre et le ciel. Et avec votre main droite, la force, pouvoir rebâtir et recréer la trilogie sacrée celtique. Voilà ce qui m'est venu. Absolument, ça correspond exactement à tout ce qu'on a dit, hein, Marc. Donc voilà, le message qu'on peut vous transmettre. Et montez sur votre vélo et allez-y, osez. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous. Canavo. On va continuer avec le Love Conseil. Vous vous êtes rencontrés il n'y a pas longtemps et voilà un petit test de 3 mois. Est-ce que la relation sera viable ? C'est le test et le Love Conseil du jour. Ensuite, ça va peut-être vous intéresser, Patrick Daquet. On va voir comment notre cerveau peut nous rendre moins violents. Ça vous intéresse, ça ? Ah oui. Bon, c'est dans un instant, tout ça. Allez, on fait une petite pause et on se retrouve tout de suite. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors, vous venez de vous rencontrer, vous êtes depuis 2-3 mois ensemble et voilà le test qui va vous permettre de savoir si la relation est viable. Alors, première question, est-ce que vous avez largué vos amarres ? C'est-à-dire, est-ce que vous avez mis un terme à des relations antérieures ou est-ce que vous êtes encore un peu en lien avec l'un ou l'une de vos ex ou est-ce que ça vous accapare encore beaucoup l'esprit ? Parce que si vous n'êtes pas totalement ouvert et libre, c'est difficile d'entamer réellement une nouvelle relation. Est-ce que vous avez envie de présenter votre nouveau partenaire à vos proches sans vous sentir un peu gêné ou honteuse ? Non, mais c'est important parce qu'on peut être très très bien sexuellement avec quelqu'un, mais pas tellement avoir envie de le sortir ou de la sortir. Hein. Patrick Daquet, ne me regardez pas comme ça. Est-ce que vous arrivez à communiquer assez facilement sur les divers sujets de la vie, du quotidien ? Est-ce que vous avez toujours envie de lui poser des questions sur sa vie, sur lui, sur elle ? Est-ce que vous avez le sentiment que l'un et l'autre dépensent la même énergie pour construire la relation, hein, parce que par exemple, ça peut être toujours le même qui téléphone pour proposer des sorties. C'est mieux quand il y a une équité dans ce sens-là. Est-ce que vous envisagez un éventuel projet commun ? Au bout de 3 mois, il est temps quand même, si on veut un petit peu avancer ensemble. Même un tout petit projet, hein, voilà. Est-ce que vous avez quand même des choses que vous avez envie de faire ensemble, en d'autres termes ? Et puis enfin, vérifiez surtout que les actes sont en corrélation avec les paroles. Et mieux vaut parfois des actes positifs que de grandes déclarations d'amour, n'est-ce pas ?
Les Mongols disaient, la chef mongole m'avait dit un jour, ce n'est pas ce qu'on dit, ce qui compte, c'est ce que l'on fait. Ben oui, quand même. Et puis, s'il y a la moindre impression un peu floue, comme ça, une sensation de mal-être, attendez un petit peu avant de trop vous engager et demandez l'avis de vos proches, vous savez, vos proches à qui vous pouvez faire confiance, ce qu'ils ressentent. Parce que le ressenti, parfois, s'il n'est pas très bon, méfiance, quoi, prudence. Alors Patrick Daquet, justement, vous aviez envie de comprendre un peu mieux ce qui se passe dans notre cerveau. Daniel Tricht, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes professeur d'université et vous avez écrit ce livre avec Jean Mariani, Sexe et violence, comment le cerveau peut tout changer, aux éditions du Seuil. Alors le titre laisse à penser que c'est formidable, on va pouvoir tout changer. C'est quand même, quand on lit le livre, sincèrement ça m'a beaucoup intéressé. Hein. C'est un livre très, très précis où évidemment les neurosciences ont beaucoup fait avancer la compréhension de ce qui se passe. Hein. Mais c'est un livre... un peu pointu quand même. Hein. Mais non, le cerveau peut pas tout changer. Ah oui, non, le cerveau peut pas tout changer, mais il peut aider à changer les choses. Je veux dire, le cerveau, par ses formidables capacités intellectuelles, ses formidables propriétés, est tout à fait susceptible, capable d'aider à comprendre ce qui se passe dans le cadre des violences sexuelles et connaissant les mécanismes, les processus qui sont mis en jeu, eh bien, peut aider sans aucun doute. Il ne s'agit pas de changer le cerveau. Pardon, il ne s'agit pas de changer le cerveau. Il ne s'agit pas de changer le cerveau. Il s'agit de comprendre son fonctionnement pour pouvoir ensuite, eh bien, lutter contre les violences sexuelles, en particulier les violences sexuelles et les violences peut-être d'une manière générale. Alors je vais commencer un peu par la fin du livre, d'ailleurs, Daniel Tricht, mais c'est intéressant parce que j'ai déjà bien étudié ça et les avis des anthropologues sont assez différents. On descend des bonobos, des chimpanzés, en tout cas on a des ancêtres communs. Les bonobos sont dans le sexe paisible, l'amour, etc. Tout à fait. Les chimpanzés sont particulièrement agressifs avec leurs femelles, etc. Oui. Et pour l'instant, on ne sait pas vraiment de qui on descend finalement. Il y a certains disent que c'est plutôt des chimpanzés, mais il n'y a pas de certitude. Je ne suis pas anthropologue, donc je ne vais pas vous répondre précisément à cette question. C'est dans je ne suis pas sûre qu'on soit d'ailleurs dans la lignée des chimpanzés et des bonobos. Mais il est vrai que... Mais en tout cas, vous dites bien, rien ne permet de savoir à quoi ressemblait l'ancêtre commun à ces deux espèces proches. Ouais, exactement. Et pourtant, ces deux espèces ont des comportements totalement différents. Autant les chimpanzés sont agressifs, autant les bonobos règlent leurs problèmes grâce aux relations sexuelles. C'est-à-dire, les relations sexuelles qu'ils établissent sont des relations tout à fait, ils ont une sexualité complètement débridée, hein, je veux dire, un peu comme l'espèce humaine. Toutes les positions sont possibles, ils s'accouplent tout à fait en dehors des périodes de reproduction, ils utilisent le French kiss, enfin je veux dire, c'est vraiment... Oui, et dès qu'il y a un petit peu une tension, etc. La grosse différence avec finalement les chimpanzés et même l'espèce humaine, c'est que c'est les femelles qui c'est les femelles, je sais pas excusez-moi, c'est les femelles qui sont c'est une société matriarcale. C'est pas une société patriarcale. Et ça, c'est vraiment une différence de taille et de poids dans l'expression des violences. Autant dans les sociétés matriarcales, il n'y a pas que les bonobos, il y a d'autres sociétés matriarcales où, en effet, en général, les violences, et en particulier les violences sexuelles, s'expriment, elles sont pas inexistantes, mais je vais dire, elles sont vraiment énormément moins importantes que dans les sociétés patriarcales. L'homme naturellement est plus violent que la femme. Enfin, je veux dire. Oui, tout à fait. Au sens large du terme, hein, au sens. Tout à fait. Dans l'agressivité positive. Aussi bien dans l'agressivité positive que dans l'agressivité. Et d'ailleurs, dans la sexualité, il a besoin d'être agressif, sinon il pénètre pas. Hein. Me regardez pas comme ça, Patrick. Je suis pas en train de dire que vous êtes quelqu'un de violent. Je suis en train de dire. Moi, j'arrive à faire l'amour sans être agressif. Oui, mais au sens
pénétrant. Ah Je suis oui, désolée, la pénétration. La pénétration est quelque chose d'actif. Oui. Pour pas utiliser le mot agressif. Alors, ce que je trouvais très intéressant et qui va certainement passionner nos auditeurs, c'est que les phénomènes de violence et l'activité sexuelle, ça met en jeu les mêmes structures et les mêmes acteurs de régulation dont les hormones, la dopamine et la sérotonine. Oui, tout à fait, Ça, tout à fait. Ça explique pas mal de choses quand même. Hein. Oui, mais ce qu'il faut voir, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que le cerveau, c'est un système vraiment très 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 compliqué, qui est constitué de 100 milliards de neurones, c'est-à-dire autant d'étoiles que dans la Voie lactée, et que chacun de ces neurones se connecte, interagit, établit à peu près 1000 connexions avec chacun d'autre. Donc on est là dans un réseau vraiment très 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 complexe, très compliqué, et que ce réseau, finalement, sa caractéristique profonde, c'est qu'il est dynamique. C'est-à-dire que c'est pas un ordinateur qui est câblé et ça y est, c'est fini. Ça bouge sans arrêt. Quoi. Ça bouge sans arrêt. Il est sous l'influence énormément de facteurs, des facteurs internes propres à l'individu. Quand vous avez faim, certaines personnes deviennent agressifs. Quand je vais dire, le microbiote, par exemple, on a montré que ça influe énormément sur le fonctionnement du cerveau, les protéines du soi, etc. Mais aussi, il est très, très susceptible à tout l'environnement. Mais l'environnement sensoriel, bien sûr, mais aussi l'environnement sociétal qui joue un rôle fondamental dans le fonctionnement du cerveau. Et donc, c'est toutes ces composantes qui interagissent les unes sur les autres sur ce réseau de neurones qui s'adaptent en permanence. Et c'est là où peut-être l'espoir c'est comme il est capable de s'adapter à toutes les circonstances si on lui donne les bonnes clés, si on le met dans un certain contexte, je vais dire à la fois sociétal, politique, etc. On peut espérer modifier. Ce qui voudrait dire finalement, Daniel Triche, c'est que si on s'intéressait plutôt encore à l'éducation aux enfants, etc., on améliorerait largement la société. Sans aucun doute. Moi, ça a toujours été ma non, mais sans aucun doute. Je crois que la clé est là. Il faut faire des choses, bien évidemment, au niveau des violences qui existent pour soigner, encadrer, prévenir, etc. Mais le cerveau d'un enfant et d'un adolescent est justement particulièrement plastique, malléable. C'est là où se mettent en place les réseaux, c'est là où toutes les modifications, où les hormones jouent un rôle absolument essentiel. Et donc, et peut-être pour faire une petite incidence, la testostérone joue un rôle absolument fondamental dans la fabrication, dans l'agencement, dans le fonctionnement de ces réseaux. Et il y a une sexualisation du cerveau, sans aucun doute. Hein. C'est un très vieux débat. Vu globalement le cerveau de la femme et de l'homme, il n'y a aucune différence. Il y en a des petits, des gros, etc. Mais je veux dire, au niveau justement de ces connexions entre neurones, à ce moment-là, les hormones jouent, entre autres avec tous les autres facteurs, jouent un rôle dans la sexualisation du cerveau. Et il y a des expériences très très intéressantes qui ont montré et qui ont fait à l'aide de techniques vraiment très performantes, qui sont relativement assez récentes, qui ont été effectuées chez les animaux, bien sûr, qu'on ne peut pas effectuer chez l'homme, pour des raisons éthiques évidentes, qui ont mis en relation le rôle de la testostérone sur des neurones très très particuliers, d'une petite structure qui fait le bout de mon pouce dans le cerveau, et l'expression des violences et des violences sexuelles en particulier. Donc ça, c'est vraiment c'est des expériences qui montrent indubitablement que la testostérone, les hormones sexuelles, jouent un rôle dans l'expression de ces violences, et qui peut expliquer tout au moins en partie que les hommes sont plus violents que les femmes. Oui, dans ce que vous avez dit, je retiens 2-3 choses qui nourrit ce que je suis persuadé, quoi. C'est-à-dire que l'environnement est capital. Ah, capital. Et également le clan. La communauté capitale. Oui. Donc, dans les sociétés traditionnelles,
on va voir que la violence va être canalisée parce que, par exemple, j'ai vécu chez les Pygmées en forêt équatoriale, enfin vécu, j'ai quand même passé un peu plus d'un mois là-bas avec eux, complètement isolé du monde. Et en fait, le clan ne peut pas se permettre, le clan des Pygmées, ils sont une centaine à peu près. Hein. Oui. Ils peuvent pas se permettre d'avoir une seule personne qui est dysfonctionnelle dans le clan, parce que ça met en péril la totalité du clan. Donc la totalité de la communauté va prendre en charge celui qui est déficient ou celle qui est déficiente. S'il y a une cérémonie qui est faite, l'ensemble de la communauté oui, mais participe. on voit bien que la dislocation des familles a augmenté la violence dans la société. Tout à fait. Je veux dire, ce que vous dites Tout à fait. est intéressant. On voit aussi que l'environnement, c'est vivre dans la nature, justement, va pacifier. C'est-à-dire qu'on va être beaucoup moins sollicité. Le cerveau est sans doute beaucoup moins sollicité. Et on voit aujourd'hui que nos adolescents, nos enfants, sont sollicités d'une manière exagérée par tout ce qui est les écouteurs, la musique, les réseaux sociaux, qui les coupent totalement. Oui, ça, on rentre dans le domaine artificiel. Alors, on va revenir, on va faire une petite pause. Patrick Daquet, je vous en prie. Et on va vous retrouver, Daniel Tritsch, et vous allez nous parler de l'erreur de Descartes, parce que ça, c'est quand même quelque chose, moi, qui depuis longtemps me passionne. On fait une petite pause, on se retrouve tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Alors, vous l'avez compris, aujourd'hui, on a fait une émission paisible, on a fait une émission dans la nature, on a fait une émission sans violence. Et on va conclure, évidemment, avec vous, Patrick Daquet, chaman, et avec Daniel Tritsch, chercheuse et surtout autrice de ce livre Sexe et violence, comment le cerveau peut tout changer. C'est aux éditions Seuil, vous l'avez écrit avec Jean Mariani. Et alors je voulais qu'on revienne justement sur l'erreur de Descartes. Enfin, c'est un peu une façon de parler, hein. C'est un livre d'Antonio Damasio, mais vous parlez, et moi ça m'intéresse beaucoup, cette histoire d'insula. Cette partie du cerveau. Hein. Oui, c'est une structure qui met une émotion, traduit en émotion les perceptions somatiques. C'est-à-dire que vous avez, je ne sais pas moi, dans l'exemple du livre, on prend une crème au chocolat, vraiment. Chez certaines personnes, voilà, ça, tout de suite, ça évoque un plaisir, quelque chose comme ça. Chez d'autres, c'est plutôt une expression de dégoût. Donc, il y a une structure, cette structure dans le cerveau va traduire ces visions, je vais dire somatiques, ça peut être des visions sensorielles, ça peut être gustatives, olfactives, ça peut être tout ce qui arrive justement à votre cerveau, en une émotion qui va permettre à ce moment-là, de transformer et de mettre un affect derrière ces images, et ce qui est vrai aussi dans la sexualité, c'est-à-dire que lorsque vous voyez quelqu'un qui, je sais pas, vous alerte parce que elle est jolie, parce qu'elle a de jolies jambes, parce que moi ce sera plutôt un homme. Hein. Oui, excusez-moi, aussi, hein. Mais moi aussi, ça c'est clair. J'ai des jolies jambes. Non, mais la personne en tout cas qui attire votre regard pour une raison ou pour une autre, vous allez éprouver un sentiment d'intérêt, une certaine émotion, une certaine qui va entraîner ensuite dans d'autres structures. Est-ce que j'ai envie de la séduire? Est-ce que je vais la séduire? Comment je vais m'y prendre? Y a-t-il des risques? Quels sont les bénéfices? Vous voulez dire finalement, Daniel Tritsch, c'est même pas raisonné, quoi. C'est presque instinctif. Enfin, il y a des gens qui raisonnent plus ou moins, qui contrôlent plus ou moins justement toute. Mais la première réaction, elle est émotive. Elle est émotive. Ensuite, quand on s'adresse au circuit des émotions qui comprennent un nombre incalculable de structures dans le cerveau, à ce moment-là, il y a tous des processus de régulation qui vont analyser cette émotion pour savoir quelle suite on va lui donner. Est-ce qu'on l'oublie? Est-ce qu'on ne l'oublie pas? Est-ce que on va donner suite? Et on peut penser que chez quelqu'un, une personne violente, justement,
il manque cette capacité ensuite à... C'est chez une personne... Alors là, c'est des spéculations, hein, parce que chez une personne violente, on peut, par exemple, penser que cette personne, je sais pas, imagine que la personne en face de lui a un mauvais regard ou a une mauvaise attitude ou manifeste quelque chose qui fait que, il se sent agressé. Et donc la réaction émotive, c'est de dire oh là là, nanana, et ça, à ce moment-là, il y a les autres, un contrôle inhibiteur de cette réaction agressive chez certaines personnes ne se fait mal et ça enclenche le processus. Je voudrais vous poser une question. Je vous en prie. Quel est le lien, selon la neurologue que vous êtes, entre le cœur et le cerveau, l'empathie, quoi, qui peut... voilà. Comment on peut l'empathie, c'est un très vaste sujet. L'empathie qui a été, pour un scientifique, il y a des définitions assez précises de l'empathie. Il y a l'empathie. Je veux dire, je vous donne une tape dans le dos parce que mon pauvre ami, vous avez des soucis, mais ça va aller mieux. Bon, ça c'est des choses comme ça. Mais vous avez aussi il y a des études américaines qui ont été réalisées sur le sujet, sur des gens qui montraient une très très forte empathie. Qui étaient capables de donner un rein à des gens qui ne connaissaient pas, qui sont lors d'un accident de voiture, d'aller secourir une personne et puis de partir sans laisser d'adresse, sans demander de remerciements, etc. Eh bien, on a montré que l'empathie était un facteur, le manque d'empathie plutôt, était un facteur essentiel aux mécanismes mis en jeu dans les violences sexuelles. Les agresseurs sont des gens qui manquent totalement d'empathie. Et alors, comment pouvez-vous expliquer ça au niveau du cerveau alors ? Mais on l'apprend dans l'enfance, j'imagine, l'empathie Oui, on l'apprend dans l'enfance, bien sûr. Il y a l'éducation qui joue un rôle fondamental dans l'empathie. Il me semble, oui. Oui, bien sûr. Et, bon, il y a des gens qui l'ont d'une manière beaucoup plus spontanée, naturelle que d'autres. Mais ça, c'est quelque chose qui devrait faire partie justement de l'éducation. Parce que l'enfant, par exemple, quand il joue à arracher les ailes d'une mouche ou etc., s'il a des parents qui lui disent « Attends, tu lui fais du mal », ça doit plutôt réveiller l'empathie que... Non, enfin, je sais pas. La perception de la violence chez un enfant est différente. Enfin, je veux dire, il n'a pas encore toutes les structures. Mais c'est justement la manière dont le parent va l'éveiller à cette violence qu'il va... Peut-être. Tout à fait. Et je voudrais peut-être signaler un point important. C'est chez les enfants, le développement du cerveau, toutes les structures ne se développent pas au même niveau. Et même à l'adolescence, c'est pas encore fini. C'est pas fini. C'est pas fini. Certaines structures, en particulier, c'est la structure là qu'on a appelée au niveau de l'avant du cortex, qui ne devient vraiment mature qu'à l'âge de 20-25 ans. Et chez les enfants, c'est au début un des premiers circuits structures qui se mettent en place. Ce sont des structures qui sont liées à l'émotion. Bien sûr. Donc, il arrache des ailes. Il a pas il a des émotions, mais c'est plus des questions de curiosité. Bien sûr. Non, mais je sais bien, mais c'est important que les auditeurs l'entendent bien, parce que les enfants sont des êtres dans l'émotion uniquement. Tout à fait. Et d'où la nécessité de bien comprendre ça et de ne pas raisonner. On ne dit pas à un enfant, on ne parle pas à un enfant comme on parle à un adulte. Tout à fait. Et c'est ce qu'on oublie peut-être un peu aussi, je trouve, actuellement dans l'éducation des enfants. On leur parle comme... Oui, tout à fait. Est-ce que c'est identifiable dans le cerveau, le manque d'empathie ? Est-ce qu'on a localisé Il y a des structures qu'on a localisées qui, en effet, participent plus particulièrement à ce genre de En tout cas, c'est vraiment un livre passionnant, Sexe et violence, avec un S, parce qu'il y en a beaucoup des violences. Oui, c'est tout un continuum. Beaucoup de choses à dire. C'est aux éditions du Seuil. Merci beaucoup, Danielle Tricht. Merci à vous, madame. Merci. Patrick Daquet, donc ce 13e festival de chamanisme, c'est, je ne dis pas où, puisque c'est complet, c'est du 27 au 30 avril 2023. Les chamans, ils sont évidemment
débordant d'empathie parce que ils sont en relation avec la nature. Voilà, c'était une émission qui vous ouvrait, j'espère, à votre propre nature. Et comme je l'ai dit en début d'émission, si vous voulez que le monde change, eh bien, changez votre monde intérieur. Merci à tous. Vous retrouvez C'est votre avenir. Lundi, on sera avec Vincent Hupertan. On va se poser la question, justement, sur le désir masculin. Ça, c'est une vraie question. Il paraît que les hommes sont en panne de désir aussi aujourd'hui. On va essayer de réveiller la bête. Merci beaucoup, Brigitte.